Merci. Donc, bonsoir à tous. Nous revenons encore pour la seconde séance. La seconde séance de notre module relatif au marketing opérationnel. Et comme je l'avais dit hier, le marketing opérationnel n'est rien d'autre que la partie visible, disons, de l'ensemble du marketing. C'est-à-dire, c'est la partie qu'on voit, la partie qui influence les entreprises et leur environnement. Et j'ai dit que ce pan du marketing porte sur 4 variables, appelées les variables du mix marketing. Notamment le produit, le prix, la distribution et la communication. Donc, on avait commencé hier sur la politique des produits et qu'on avait achevé. Donc, je fais un récap. Donc, dans le chapitre 1, on a parlé de la politique de produit et on a commencé par la définition du produit. On a dit que le produit est un bien ou un service offert sur un marché destiné à satisfaire un besoin. Donc, on fait référence à quoi? Au couple produit-marché. Sans produit, il n'y a pas de marché. Sans marché aussi, le produit n'est rien. Donc, tout produit est conçu pour pouvoir satisfaire un besoin. Et on a parlé des différents niveaux de produits, à savoir le produit central, au noyau du produit, le produit central au noyau du produit. On a dit que c'est l'avantage essentiel offert à l'acheteur. C'est-à-dire quoi? Lorsque j'utilise un produit, quel est l'avantage que je tire de l'utilisation de ce produit? Quand je paye un téléphone, quel est l'avantage que je tire de l'utilisation du téléphone? On avait pris l'exemple du savon. On dit que quand on utilise du savon, qu'est-ce qu'on recherche derrière? C'est la propriété. Dans le noyau du produit savon, n'est rien d'autre que la propriété. Et on a dit quoi? Avec le second niveau qui est le produit générique, ou produit formel, ou encore produit tangible. On a dit que c'est le noyau enrobé de toutes ces caractéristiques. C'est ce que l'on reconnaît comme immédiatement l'offre. Donc, quand on regarde tout l'exemple du savon, lorsque je vais payer la propriété, sous quelle forme cette propriété se présente? Sous une forme matérielle, physique, qui peut être forme liquide, forme solide ou forme poudre. Donc, toutes ces représentations physiques du savon constituent le marché générique ou encore le produit, disons le produit générique, le produit tangible du savon. Et on a dit que le troisième niveau, c'est le produit global ou produit élargi, qui est la totalité de ce que le fabricant apporte de plus au produit générique pour se différencier de la concurrence. Donc, qu'est-ce que chaque entreprise ajoute à son produit pour pouvoir le distinguer des autres? Quand on prend Omo par exemple, il y a son parfum, il y a la texture de ses grains, il y a la couleur, il y a son emballage qui permet de différencier Omo de Nil par exemple. Ce sont tous des savons en poudre. Mais quand je vais, il sait que ça c'est Omo et il sait que tel autre c'est Nil. Donc comment distinguer Omo de Nil? Tout ça, ce sont des éléments qui vont nous aider. Et puis après ça encore, on a ce qu'on appelle le produit attendu. On a dit que le produit attendu, c'est le modèle préconçu dans la tête du client auquel il va comparer l'ensemble de tous les produits. Donc ce modèle, il n'est rien d'autre que le produit attendu. Donc quand il va sur le marché, il demande un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques, il les tire du modèle de produit qu'il a conçu dans sa tête. Et c'est à ce modèle qu'il va comparer tous les autres produits. Et comme je l'ai dit hier, le modèle qui sera le plus proche, c'est lui qui sera
retenu, c'est lui qui sera sélectionné comme le produit qu'il va acheter pour satisfaire son besoin. Enfin, il y a le produit potentiel ou le produit envisageable. Le produit potentiel ou envisageable, c'est le produit futur. Ce sont les transformations possibles que l'on pourra faire de ce produit-là lorsque nous serons à la phase de déclin des ventes. Parce qu'on dit qu'à la phase de déclin, le produit il est dépassé, il est obsolète. Les clients ne le trouvent pas meilleur que les produits concurrents. Voyons, en ce moment, il va falloir lui ajouter quelques plus pour le remettre sur le marché, pour qu'il soit accepté par la clientèle. Donc voici les différents niveaux de produits que je vais récapituler. Le nom du produit ou produit central, le produit tangible, formel ou générique. Après un produit global, le produit élargi, le produit attendu et enfin le produit envisageable ou produit potentiel. Après ça, on avait fait la typologie des produits. On a confronté les biens banals ou bien anomaux. On dit que les biens banals, c'est l'acte d'achat qui devient banal. En ce sens que la fréquence d'achat est régulière avec une courte durée de consommation. On a dit que ce sont des produits qui satisfont les besoins de la vie quotidienne. Comparativement aux biens anomaux, qui sont des produits de longue durée de consommation et de fréquence d'achat irrégulière, disons, ils participent au bien-être et à l'amélioration de la vie du consommateur. Et on a dit qu'il faisait partie de la catégorie des produits, disons, la catégorie des produits d'achat réfléchi faisait partie des produits anomaux. Après, on a vu quelques éléments d'identification du produit, notamment l'étiquette, la marque, les caractéristiques de la marque. On a dit que la marque est un signe distinctif qui permet à une entreprise d'identifier et de distinguer ses produits et services de ceux de la concurrence. Et qu'elle était protégée au niveau mondial par l'OMP, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, au niveau continental par l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et sur le plan national par l'OIP, Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Les caractéristiques de la marque. Bon, on la verra dans les détails quand vous allez lire les documents. Les différents types de marques. On a les marques de producteurs. À travers la marque produit ou marque individuelle, l'entreprise fait correspondre à chaque produit un positionnement et une marque spécifique. C'est le cas par exemple de Unilever avec ses marques Omo, BF, Dino, etc. La marque gamme, elle décline sous un même nom des produits homogènes. Exemple, Renault Safran, Renault Lagoon, Renault Mégane. La marque ombrelle ou marque unique, elle regroupe sous un même nom plusieurs produits. Samsung, avec ses télévisions, ses portables, ses climatiseurs, ses radios, ses micro-ondes, ses fers à repasser, ses chauffe-eau, etc., etc. La marque caution, qui se compose d'une marque principale utilisée comme caution, procédé d'une sous-marque. Après les marques de producteurs, on a les marques de distributeurs, qui sont des marques créées et détenues par les distributeurs. Parmi ces marques, nous avons la marque drapeau, la marque enseigne, la marque propre et les produits sans marque. Et la qualité d'une marque, on a dit quoi? Que la marque doit être facilement prononçable, facilement mémorisable, lisible. Vous les avez tracés, vous avez... Il faut essayer de tracer un peu là. Facilement déclinable tel que Nestlé avec Nesquik, Nescafé, Nescao, Nespresso,
facilement utilisable à l'étranger, ayant une forte capacité évocatrice. La marque doit être distinctive. Elle doit être loyale, morale, originale. Morale en ce sens qu'elle ne doit pas utiliser un vocabulaire vulgaire et injurieux. Original, elle ne doit pas être utilisée par une autre entreprise. Il y a aussi la norme que nous avons vue. Dit que la norme était un ensemble de produits caractéristiques qui étaient conseillés dans un domaine bien spécifique. Et lorsqu'on respectait ces caractéristiques-là, on disait que notre produit respecte les normes. Le nom générique, on a dit que ce sont des noms qui sont conçus par les entreprises pour les besoins de la commercialisation. Le design, avec l'avènement du livre-service, les produits qui se vendent seuls en rayon. Donc, le design joue un rôle important, ce qui permet à l'entreprise de communiquer, de séduire le client. On parle aussi de l'emballage et du conditionnement. On a dit que le conditionnement est la première enveloppe en contact avec le produit. Et non, oui, le conditionnement est la première enveloppe en contact avec le produit. Et l'emballage, c'est l'ensemble des enveloppes qui étaient utilisées pour faciliter le stockage, la manutention et le transport des produits. Et on a dit qu'avec l'évolution des choses, la notion d'emballage tendait à disparaître parce qu'en plus de sa fonction technique, elle remplissait aussi la fonction commerciale qui était de communiquer. Donc on était maintenant au niveau du conditionnement primaire, conditionnement secondaire et du conditionnement d'expédition. Puis, on a parlé de la gamme de produits. On a dit que la gamme de produits, c'est un ensemble de produits mis ensemble selon un certain nombre de critères. Ce critère est que ces produits peuvent être complémentaires dans leur utilisation ou bien ils peuvent être destinés au même segment de marché. Et on a vu quelques dimensions de la gamme en commençant par la ligne de produits. Oui. C'est marketing opérationnel. Oui. Vous voyez, il y avait commencé. Maintenant, Il reste là. Ça, c'est la gestion des produits. Oui. L'administration des affaires, je ne sais pas comment on fait ça, puisque je n'ai pas la partie. Non, au fait, ils n'ont pas encore prévu. On dirait que c'est nous qui devions. Sinon, ça, c'est moi-même qui ai fait ça hier. C'est-à-dire que j'ai laissé 2 ou 3 feux. La dame. Donc, je vais tracer. Ok, pas de souci. Merci. Au niveau des dimensions, en plus de la ligne de produits, il y a un ensemble de produits homogènes, de même nature, qui satisfont les mêmes besoins. On a maintenant la largeur de la gamme, qui n'est rien d'autre que le nombre de lignes dans la gamme. Et après la largeur, on a la profondeur de la ligne, qui est l'ensemble, le nombre de différents modèles à l'intérieur d'une ligne. L'étendue est l'ensemble total de produits et de modèles offerts. Autrement dit, la somme des profondeurs des différentes lignes et la cohérence, la gamme, avec la complémentarité des produits au comportement d'achat des consommateurs. Donc, les différents niveaux de gamme, on a parlé de la gamme large, qui arrive à couvrir un nombre important de besoins, et de la gamme étroite qui naturellement avait pour conséquence de ne pas pouvoir satisfaire à un nombre élevé de besoins du marché. On avait parlé de la composition de la gamme à travers
les produits leaders, les produits tactiques, les produits d'appel, les produits de remplacement et les produits régulateurs. Oui, on a vu le cycle de vie du produit. Et que le cycle de vie du produit, c'est quoi? C'est l'évolution des ventes en fonction du temps. Et que cette évolution a été matérialisée par une courbe appelée courbe de vie du produit. C'est la représentation dynamique de la vie dans le temps. Et on a dit que cette courbe classique avait 4 étapes ou phases qui sont la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. La phase de lancement, c'était quoi? Je vais lire. À cette phase, le produit est mis sur le marché. Les ventes sont encore faibles. Les profits sont négatifs en raison des dépenses importantes pour asseoir la notoriété du produit et des coûts élevés. Il va falloir communiquer pour faire connaître le produit. Puis à cette phase, les différentes actions à mener, c'est quoi? Faire des promotions, des lancements et une communication intensive. Fixer les prix en fonction des offres utilisées par l'entreprise. Sélectionner les distributeurs. En deuxième phase, nous avons la croissance des ventes. Dans la croissance des ventes. Les ventes sont devenues plus importantes. Les profits sont positifs à cause des effets d'économie d'échelle et des effets d'apprentissage. Et là, l'entreprise doit faire face à une concurrence qui se renforce. Pourquoi? Parce que l'affaire commence à marcher, donc la concurrence va se signaler. Action à mener, étendre la distribution, faire une publicité de persuasion pour fidéliser les clients, modifier éventuellement le prix suivant la réaction des concurrents, ne pas modifier le produit. Troisième phase de maturité. Les ventes croissent de plus en plus lentement et atteignent leur maximum. On peut dire, les profits sont très élevés grâce à l'effet d'expérience, la concurrence de plus en plus exacerbée entraînant une saturation du marché. Donc le marché est saturé. C'est-à-dire que tous ceux qui devaient acheter achètent, mais il n'y a pas de nouveaux clients à recruter. Donc, ce qui fait que au niveau des ventes se stabilise. Et là, les actions à mener sera quoi? Améliorer le produit pour lui donner un plus. Améliorer le produit pour lui donner un plus par rapport aux produits concurrents. Modifier éventuellement le prix suivant la réaction des concurrents. Réduire l'intensité de la publicité. Envie de réduire les frais de communication. Faire des promotions pour stimuler les ventes. Bons de réduction, vente par lot. Et la dernière phase est la phase de déclin. Le produit est devenu obsolète et n'est plus adapté aux attentes des consommateurs. Les ventes sur le marché, le profit baisse également avec les ventes. Les actions, il va falloir maintenir le produit en abandonnant certains distributeurs, en baissant les prix à travers des promotions, en faisant des publicités très faibles ou abandonner le produit. Planifier son remplacement ou remplacer le produit, modifier profondément le produit pour le relancer. Et on a vu quelques cycles de vie atypiques que nous verrons dans le document. Ici, on en a donné 6 modèles. Et le schéma récapitulatif du cycle de vie. Et un tableau récap que vous verrez. Maintenant, on a le processus de lancement d'un nouveau produit. On dit que le nouveau produit, au sens vrai du terme, englobe les produits qui intègrent une véritable innovation. L'innovation étant l'exploitation industrielle d'une invention. Le téléphone fixe, le téléphone mobile qui a remplacé le téléphone fixe.
Au niveau marketing, l'aspect nouveauté s'étend à la rénovation des produits. La nouveauté étant l'adjonction bien ou plusieurs plus qui permet de différencier une offre existante. Exemple, la caméra, le lecteur audio et vidéo, l'appareil photo intégré dans le téléphone portable. Les différentes étapes de la conception. La conception d'un nouveau produit peut se résumer en 7 étapes. La première étape, la recherche d'idées. Où est-ce qu'on peut avoir les idées? On peut avoir les idées auprès des chercheurs, auprès des réclamations ou des attentes des clients, à travers aussi la concurrence. Parce qu'on va examiner le nouveau produit en cours de développement chez les concurrents et on peut s'en inspirer pour élaborer d'autres produits. Les représentants et les distributeurs aussi, qui sont les relais d'information des clients, eux aussi nous donner quelques idées de conception de nouveaux produits. Une fois que nous avons l'idée, plusieurs idées, disons, on va sélectionner les idées. L'entreprise retient les idées compatibles avec ses objectifs, ses stratégies et ses ressources. Elle fait une étude de faisabilité des différentes idées. Puis qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va développer et tester des concepts de développement et test du concept. Donc les possibilités de produits sélectionnés doivent être traduites en concept de produit, description des idées sous l'angle des avantages que le consommateur doit en tirer. Puis ces différents concepts sont soumis à un groupe de consommateurs choisis au sein du marché cible afin d'enregistrer leurs réactions. Donc on va tester les prototypes auprès d'un échantillon de clients. Quatrième étape, l'élaboration de la stratégie marketing. C'est la stratégie marketing que nous allons mettre en place pour pouvoir commercialiser ce produit. Et une fois le concept testé, le responsable du nouveau produit doit déterminer la stratégie de lancement qu'il juge appropriée. Cette stratégie doit comporter la taille, la structure et le comportement du marché cible, le positionnement choisi et les objectifs de chiffre d'affaires, de part des marchés et des bénéfices à court et moyen terme. Donc la stratégie doit être mise en place. Après, on va élaborer le produit, qui est une variable du mix. Donc la conception, oui, le concepteur de produit permet de réaliser son prototype. Le prototype, c'est le premier modèle. Une fois le prototype élaboré, il faut tester tant ses qualités intrinsèques que son acceptation par le consommateur. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant passer au test de marché. Une fois le produit élaboré, son nom et son positionnement choisi, il est souhaitable de le tester dans les conditions normales de l'environnement commercial. Cela en vue de comprendre comment les consommateurs et les distributeurs réagissent face aux nouveaux produits et de mesurer le marché potentiel. En dernier leçon, on va maintenant lancer le produit sur le marché. Donc, à l'issue de ces tests de marché, l'entreprise dispose de suffisamment d'informations pour adapter son produit aux attentes du marché cible. À ce stade, elle construit une usine et l'aménage de façon à produire suffisamment pour répondre à la demande. Voici un peu le processus de conception et de lancement d'un nouveau produit. Donc, après cette révision un peu approfondie, on va maintenant passer au chapitre 2, qui est la politique de prix. Le prix, c'est quoi pour vous? Le prix, de façon générale, peut être défini comme un effort fourni en vue d'obtenir quelque chose en échange. Donc, l'effort qu'on fournit, considéré comme le prix qu'on paye pour
obtenir un bien. Mais en marketing, le prix est la valeur monétaire qu'un consommateur échange contre un bien lui permettant de satisfaire un besoin. Mais il y a toujours la notion d'effort, puisque si on se réfère à la définition ricardienne de la monnaie, à travers ces trois fonctions, il dit quoi? Que la monnaie est une unité, disons, la monnaie est une unité de mesure, est une réserve de valeur et aussi est un intermédiaire d'échange. Donc l'effort que nous fournissons, effort intellectuel comme physique, est évalué, quantifié et nous est donné sous forme monétaire. Donc le salaire qu'on perçoit, c'est la conversion monétaire de l'effort que nous fournissons au travail. Donc cet effort, cette valeur a été gardée, on dit réserve de valeur. Donc lorsque maintenant nous avons besoin de faire des échanges, cet argent que nous prenons nous permet de faire des échanges. Donc l'argent devient un intermédiaire d'échange. Et troisièmement, on dit unité de mesure. En fonction de la quantité de biens, disons la quantité d'argent que vous donnez, une quantité de biens correspondante qu'on vous donne. Lorsque vous allez vous payer de la ticket, lorsque l'un dit à ticket 100 francs et que l'autre dit à ticket 500, on ne vous donne pas la même quantité parce que la quantité d'argent que vous donnez permet d'évaluer la quantité de biens correspondante qu'on doit vous donner. C'est bon? Et pour la fixation du prix, nous avons différentes contraintes, tant au niveau interne qu'au niveau externe. On verra d'abord les contraintes internes. Qui commence par les coûts. Donc, dans l'élaboration, la conception du produit, nous dépensons de l'argent, quand nous engendrons des coûts. Donc, le coût de revient, il vient une contrainte parce que on ne peut pas vendre un produit à un prix inférieur au coût de revient de notre produit. C'est des coûts aussi à la cohérence de la politique de l'entreprise. On a vu dans le chapitre passé, lorsque vous positionnez dans le haut des gammes, par exemple, il y a un certain niveau de prix que vous ne devez pas appliquer. Et là, pourquoi? Parce que le produit n'est pas destiné à tout le marché, mais à un segment de clientèle restreinte, qui a suffisamment d'argent et qui est prête à payer cher pour se différencier des autres. C'est la consommation ostentatoire. Et à côté de ces contraintes internes, nous avons plusieurs contraintes externes, à commencer par la concurrence. Commencer par la concurrence. Et on dit quoi? Excusez. Selon la virulence de la concurrence, l'entreprise peut plus ou moins s'écarter des prix moyens du marché. Donc on peut fixer un prix supérieur à celui des concurrents, comme on peut fixer un prix inférieur ou égal à celui des concurrents. On verra dans la suite la stratégie des prix. Donc la concurrence nous influence dans notre fixation de prix. Il y a aussi la distribution. On dit pour les producteurs des biens de consommation, le système joue un rôle de plus en plus important. Donc, en fixation de prix, il faut toujours tenir compte de la marge que les distributeurs doivent gagner sur la vente de notre produit. Donc, si cette marge est faible, ils ne seront pas intéressés par la vente de notre produit et on sera en difficulté. Donc, à travers ça, la distribution aussi influence nos prix. Il y a la réglementation en vigueur qui fixe un certain niveau de prix pour un certain nombre de produits ou des tranches de prix à l'intérieur desquelles la concurrence va se faire. C'est bon? Et il y a le consommateur lui-même qui influence quel est le niveau de prix acceptable par lui. Et ce niveau de prix
acceptable par lui constitue une contrainte importante. Et ce niveau de prix est appelé le prix acceptable. Il se détermine par une méthode, il se définit par une méthode d'enquête que nous verrons dans la suite du chapitre. Il se détermine par une méthode d'enquête. L'enquête de Kolmogorov-Smirnov. On verra ça en détail au niveau des méthodes de fixation du prix. Après, on a les objectifs de fixation du prix. On dit l'entreprise peut poursuivre un ou plusieurs objectifs qui conduisent à la fixation d'un certain niveau de prix. Donc, le premier niveau d'objectif, c'est l'objectif de part de marché. Ici, l'entreprise recherche soit à maintenir sa part de marché, soit à conquérir de nouvelles parts de marché. Ainsi, un prix bas peut permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, on va fixer des prix bas par rapport au prix pratiqué par la concurrence, ce qui va attirer un certain nombre de consommateurs vers notre produit. Après, nous avons quoi? Nous avons les objectifs de rentabilité ou de profit. Donc on dit, une entreprise ne peut, dans un système capitaliste, survivre durablement sans faire de profit. Aussi est-il rare qu'un produit nouveau soit immédiatement rentable à cause des investissements importants. Donc pour l'objectif de rentabilité, à court terme, les investissements fixera. Pour cela, l'entreprise fixera des prix élevés. Puis, on a l'objectif de volume. L'entreprise veut vendre des quantités importantes de produits. Donc, pour cela, on va opter pour une stratégie de prix bas. Enfin, l'objectif de cohérence, on l'a vu. Ici, on fait référence plutôt aux ventes induites. Qui veut dire quoi? Lorsque deux produits sont liés, on vend l'un moins cher et l'autre qui dépend du premier produit, lui, on le vend plus cher, on le vend beaucoup pour rentabiliser nos investissements. C'est le cas, par exemple, des appareils photo. Avant, on laisse un appareil photo parce que ce modèle est un peu dépassé avec l'évolution de la technologie. Certains ne comprendront pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que Polaroid. Bon, par exemple, les téléphones portables. Vous voyez que souvent, les compagnies de communication mobile offrent ou vendent à moindre coût des téléphones. Parce qu'elles savent que sans téléphone, on ne peut pas utiliser Internet, on ne peut pas utiliser les produits de communication. Qu'est-ce qu'elles font? Elles rendent accessible le téléphone à moindre coût par la population. Et une fois que ces populations ont ces téléphones, elles vont maintenant régulièrement consommer des crédits d'appel et d'Internet. Donc, ce qui va leur permettre de vendre beaucoup leurs produits. Donc, ça, ce sont les ventes induites. Donc, en 4, on va voir les stratégies de prix. Les stratégies de prix, nous avons deux situations. Et au niveau de chaque situation, nous avons des options. Au niveau de chaque situation, nous avons des options. Dans la première situation, c'est stratégie de lancement d'un nouveau produit. On distingue 3 différentes stratégies de prix. Pour le lancement, la stratégie de prix d'écrémage consiste à fixer un prix de vente relativement élevé de façon à toucher une clientèle restreinte et à réaliser énorme et immédiatement un profit important.
Quelle stratégie est donc retenue par les entreprises qui ont une politique d'image de marque haut de gamme? Son principal inconvénient est d'attirer les concurrents intéressés par des marges élevées, ce qui fera par la suite baisser les prix. Après la stratégie d'écrémage, on a la stratégie de prix de pénétration, qui correspond à quoi? À la stratégie inverse de l'écrémage. Elle consiste à fixer un prix de vente relativement bas de façon à conquérir rapidement une part importante de marché. Elle s'accompagne en principe d'une publicité intensive et d'une stratégie de distribution de masse. Cette stratégie a l'avantage de décourager les éventuels concurrents en raison des perspectives de faibles profits, disons, voire de pertes momentanées. Et en troisième option, nous avons la stratégie de prix d'alignement, qui consiste à fixer un prix de vente au niveau des prix du marché. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et on va constater que dans cette situation, il existe un prix moyen du marché, né soit de façon spontanée, soit provoquée. Cette stratégie n'est pas dangereuse pour l'entreprise et procure généralement une rentabilité suffisante et évite la crainte des réactions de la part des concurrents. Et puis la deuxième situation, c'est lorsque nous sommes déjà sur le marché. Dans la première situation, on venait nouvellement sur le marché. On est pour le lancement d'un nouveau produit. Deuxième situation, par rapport à la concurrence, nous existons déjà sur le marché. Ce qui sous-entend que nous vendons déjà à un certain niveau de prix. Donc nous n'avons que deux options, soit la stratégie de baisse des prix, soit la stratégie de hausse des prix. La stratégie de baisse des prix va consister à faire quoi? Elle va se faire pour plusieurs raisons. Soit l'augmentation de la part du marché, quand on va baisser les prix, ils vont payer plus, la part du marché va augmenter. Soit la répercussion d'une diminution du coût. Donc si le coût de ma matière première baisse, il va aussi baisser mon prix de vente. Soit la répercussion, non, soit la réponse à la baisse des prix d'un concurrent. Mais si un concurrent baisse les prix, moi aussi je baisse les prix pour pouvoir tenir la concurrence. Soit encore pour éliminer un concurrent à travers la guerre des prix. Lorsque je baisse les prix, jusqu'à un certain niveau où le concurrent ne pourra pas vendre ses produits et être rentable. Donc, il va abandonner. La deuxième option, stratégie de hausse des prix. Donc, elle peut se faire dans le cas où l'entreprise veut augmenter la rentabilité de son business. Accroissement de la rentabilité. Après, on aura la répercussion d'une augmentation des coûts. Donc, lorsque le coût d'un de mes produits augmente, voici répercuter ça sur le coût, donc il va augmenter les prix. Augmentation de la demande liée à une saturation des capacités de production qui reste cependant insuffisante. Donc, ça c'est un peu la spéculation, l'offre et la demande. Donc, lorsque la demande est forte et que l'entreprise ne peut pas répondre à toute cette demande-là, les quelques produits qui sont sur le marché vont voir leur prix augmenter. C'est le cas par exemple du sucre à l'approche du mois du Ramadan, du carême musulman. C'est bon? Et en 5, on va voir les méthodes de détermination des coûts. Les méthodes de détermination des coûts vont se faire à l'aide de quoi? À partir des coûts, disons, les méthodes de fixation du prix, autant pour moi, va se faire à partir des coûts, à travers les coûts fixes, coûts variables, coûts directs et coûts indirects.
à travers le seuil de rentabilité et à travers la demande. Donc il y a des exercices corrigés dans le document que nous verrons. Donc, ces exercices sont corrigés, commentés et expliqués dans le document. Donc je vais me faire fort de les expliquer un peu dans cette rubrique. Et au niveau du prix psychologique, nous avons deux méthodes. La méthode graphique et la méthode analytique. Néanmoins, au niveau de la méthode analytique, nous avons encore deux Nous avons encore deux situations. La situation lorsque les ventes sont régulièrement réparties et la méthode où les ventes sont irrégulièrement réparties sur les 12 mois de l'année. L'exercice corrigé, il est là. On va vendre irrégulièrement réparties sur l'année. Qu'est-ce qui se passe? Je vais lire l'exercice. C'est le cas des entreprises dont les activités sont saisonnières et aussi les entreprises à expansion rapide. Le principe est de cumuler les ventes au chiffre d'affaires mensuel et par rapport au seuil de rentabilité calculé algébriquement et rechercher la date exacte de réalisation. Considérons le chiffre d'affaires de 3 millions et seuil de rentabilité de 2 500 000 francs de l'application précédente. Cette fois, les ventes sont irrégulièrement étalées sur l'année comme on le présente le tableau suivant. On verra les tableaux dans les ventes sont données sur les 12 mois et on cumule les mois et les ventes jusqu'à arriver au mois où nous avons un cumul supérieur au seuil de rentabilité. Ça veut dire quoi? Que le seuil de rentabilité a été réalisé au cours de ce mois. Donc on va déterminer le gain journalier et le multiplier par le nombre de jours pour réaliser ce gain à travers la différence entre le seuil de rentabilité et le cumul de chiffre d'affaires de cette période. Je pense qu'on aura l'occasion de venir en long et en large sur cette partie. Donc, je marque une petite pause pour prendre mon médicament.